Ok. Donc là, le deuxième segment du cours s'appelle deux types d'entités lexicales. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe que deux types d'entités lexicales. Il y en a plus, mais on va construire deux notions fondamentales liées aux entités lexicales, et c'est notre point de départ. Parce que quand j'ai parlé du signe linguistique, le signe linguistique n'est pas nécessairement une entité lexicale. Il y a des signes linguistiques. Bon, déjà, on a vu, par exemple, un préfixe. C'est limite pour dire que c'est une unité lexicale. Si c'est un préfixe dérivationnel comme re, ça va, puisqu'en fait, ce préfixe a un sens qui est un sens lexical qu'on peut définir. Mais si c'est un affixe flexionnel, par exemple, on ne peut pas le définir. ER de manger, je ne peux pas le définir. Tout ce que je vais pouvoir dire, c'est que c'est le suffixe de l'infinitif des verbes du premier groupe. Après, c'est une notion grammaticale. Qu'est-ce que c'est que l'infinitif ? En un sens, on sait qu'en français, c'est la forme de nommage des verbes. Et puis, donc, c'est dur de dire que ce suffixe est une entité lexicale. C'est un signe linguistique, mais pas une entité lexicale. Encore pire que ça, il y a des signes linguistiques qui ne sont même pas segmentaux, mais qui sont suprasegmentaux. Quand je dis je viens, ou je dis je viens, même stock lexical, même structure syntaxique, tout est identique. Donc, pourtant, je viens et je viens, ça n'a pas le même sens. Et donc, il y a des signes qui sont intervenus. Mais c'est les suprasegmentaux, c'est la prosodie. La prosodie, c'est aussi des signes, et évidemment, ce n'est pas des entités lexicales. Les contours prosodiques, qui ont l'air évidents, mais ça varie beaucoup d'une langue à l'autre. Il y a des langues qui ont des prosodies finalement assez différentes. Donc, tous les signes ne sont pas des entités lexicales, et là, je m'intéresse à des signes qui le sont, et je commence à construire les notions. Donc, grosso modo, on s'est mis d'accord ou pas d'accord sur ce qu'est la langue, la grammaire, en gros, et je pars de la notion de signe linguistique parce que tout part du signe, c'est une linguistique du signe. Ah oui, ce que je vous présente là comme théorisation de la langue, j'ai rien inventé, je ne suis pas le théoricien qui a inventé ça, je me base sur la théorie de Meltchouk, d'Igor Meltchouk, parce que c'est ce qui me semble qui a le mieux fonctionné pour moi quand je suis entré dedans. Donc notamment, cette conceptualisation de la combinatoire restreinte du signe comme troisième composante du signe, c'est une invention, ou je ne dirais pas que c'est une invention, pour moi c'est une découverte, une conceptualisation bien faite d'Igor Meltchouk dans le cadre de la théorie sans texte. Donc beaucoup de choses là que je présente, je fais juste... je ne le présente pas comme étant ma création. Quand je présenterai des choses qui sont ma création, éventuellement je vous le dirai. Mais là, je fais juste que exploiter en fait le travail fait par d'autres, notamment les gens de l'école de Moscou, donc Igor Meltchouk, Apressian, Jolkowski, etc., etc. Et puis tous les linguistes structuraux européens. Pour la syntaxe, par exemple, je vais m'appuyer sur la syntaxe de dépendance, notamment plutôt dans l'approche sans texte, mais c'est quand même Lucien Ténière qui est le premier, l'a très très bien établi et formalisé. Donc ça, c'est juste pour dire, je ne suis pas du tout un génie de la linguistique, et de ce point de vue-là, pas vraiment un théoricien non plus. Ça veut dire, je théorise certaines choses, au niveau notamment de la structure du lexique, de la façon dont il s'organise, etc. Mais ces notions-là de base, c'est vraiment des notions de la théorie sans texte et de la lexicologie explicative et combinatoire. Mais je pense qu'elles sont très compatibles avec des choses qui sont là, de toute façon, dans un peu toutes les approches de linguistique. Donc, j'ai besoin d'identifier des entités lexicales, donc en disant par exemple que les entités rêve 1 et dream, le nom one, ne sont pas des mots.
Parce que mot, j'aime pas. OK ? Donc on va utiliser mot si on veut, mais quand on utilise mot, c'est qu'on fait justement pas de la... On peut faire de la lexicologie, mais je veux dire, je dis mot parce que je n'ai pas vraiment d'intérêt à préciser ce dont je parle véritablement, parce que je ne sais pas trop de quoi je parle véritablement. Donc mot, c'est une sorte de vulgarisation, si vous voulez. Ça n'appartient pas au langage scientifique, parce que, aussi, c'est autre chose, je fais de la lexicologie et de la linguistique comme une science. Pour moi, il n'y a pas les sciences humaines et les sciences dures. Je fais de la lexicologie comme si c'était de la physique, etc., etc. Sauf que, bon, la physique moderne, qui est de la physique tout à fait théorique, qui est assez proche des maths, finalement, enfin, pour cette physique-là, la physique théorique, c'est assez différent. La linguistique, c'est quand même une science descriptive à la base. Bon, votre collègue va protester un peu comme quand je dis la langue, c'est de l'oral. Évidemment, la linguistique n'est pas nécessairement descriptive. Non, mais I'm teasing you. C'est une façon de provoquer des réactions. Si je dis la linguistique c'est une science descriptive, c'est dans le sens où pourquoi la linguistique émerge et a émergé, c'est parce qu'il y avait des tas de langues et il fallait en rendre compte et les décrire. Et c'est ça qui est le fun au départ dans la linguistique. Une linguistique sans fieldwork ou l'équivalent du fieldwork, c'est moins amusant. Et quand même, par exemple, des grandes écoles comme l'INALCO à Paris, ça a été créé avec pour mission de décrire les langues, de faire des lexiques et des grammaires, etc. Mais on peut le faire scientifiquement. Et encore une fois, la science, pour moi, ça n'a pas nécessairement plus de valeur que la poésie, mais la science, c'est la science, et la poésie, c'est la poésie, et il y a des règles pour faire de la science. Et donc moi, je veux faire de la science, c'est tout ce que je sais faire de façon rationnelle dans le champ de la linguistique. Donc une chose en science qu'on n'admet pas, c'est de ne pas avoir une bonne terminologie, en science ou en technologie aussi. Si vous faites du génie civil, j'ai un bac de génie civil, vous pouvez pas faire... Enfin, vous faites du génie civil, vous apprenez une terminologie, beaucoup. OK ? Donc mot, ça va pas. Et pourquoi ça va pas ? On peut dire des choses comme... Il y a quelqu'un qui... Ah, non. On peut dire des trucs, c'est tout à fait correct. Dans son texte, le mot cheval apparaît 103 fois et le mot chevaux 23. Personne ne va dire c'est tout à fait correct. Donc c'est deux mots différents, si on dit ça. Cheval et chevaux sont deux formes du même mot. Donc c'est le même mot. Donc, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? C'est problématique. Mot, c'est pas une unité lexicale maudite, mais c'est juste, elle n'est pas faite pour faire de la lexicologie. Okay ? On l'utilise quand on veut justement être très vague et on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc il faut des notions clairement établies pour les différents types d'entités lexicales. Et ça, c'est super important. Quand je dis notion, c'est pourquoi c'est un peu pénible. Là, je suis en train de préparer la 4e édition de mon manuel et je vois notion. J'essaye d'enlever autant que je peux l'apparition du terme notion. Mais en fait, ce qui compte, c'est la notion. Et qu'est-ce que c'est qu'une notion ? Attention, j'utilise jamais notion et concept de façon interchangeable. C'est très différent. Une notion, c'est une association entre un concept et un terme. Donc, et qu'est-ce que c'est qu'un concept ? Un terme, on sait, c'est une unité lexicale. Donc le terme est linguistique. Donc la notion, quelque part, est linguistique, puisqu'elle contient l'idée de terme. Un concept, il y a des tas. Un concept, c'est une unité de raisonnement, ou quelque chose qui peut être utilisé comme unité dans un raisonnement. Unité éventuellement elle-même analysable. Et donc des concepts, ils ne sont pas en liste en nombre fini. Il y a une infinité de concepts. Un concept peut jaillir, disparaître dans la tête d'un individu d'un seul coup. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Et un concept, par exemple, on n'a pas nécessairement
de terme pour le désigner. On peut raisonner sur un concept sans qu'on ait un terme pour cela. Donc le concept peut exister sans le mot. Là, j'utilise le mot. Tenez, par exemple, là, j'étais là, comme ça, je regardais, les chaises étaient vides. Je regardais et je me disais, tabarnak, vraiment, c'est encore ce, et j'ai pas de terme pour ça, mais je disais, je reconnaissais un concept. Vous voyez, là où vous appuyez vos documents pour écrire, vous avez vu de quel côté ils sont. Ils sont à droite. Imaginez un gaucher qui s'assoit là et qui veut prendre des notes. C'est quasiment impossible. Et pour moi, ça, c'est un concept. Le concept du truc qui est bien designé, mais c'est pour les droitiers. Si tu es gaucher, tant pis pour toi. Donc, par exemple, des tasses. Vous savez, vous avez toutes vu ces espèces de tasses avec des anses qui ont une forme bien, parce qu'on peut mettre son index comme ça. Mais si vous êtes gaucher et vous voulez utiliser de la main gauche, vous allez tout renverser. Ou j'avais acheté des très belles tasses à Séoul dans un Pascucci, un café, avec des motifs africains. Et il y en avait une super bien designée avec une petite fente pour mettre, quand on se fait un thé, pour mettre le fil là qui retient le sachet de thé. Mais cette fente, elle était... Donc un droitier tient la tasse, la fente était là. Mais quand vous êtes gaucher, vous le tenez, tout le thé vous coule dessus. Donc pour moi, ça c'est un concept. Le truc designé super bien, mais de façon complètement injuste, juste pour les droitiers, comme si tout le monde devait être droitier. Parce que vous notez, il n'y a pas une ou deux ou trois chaises, enfin qui sont équipées pour les gauchers. Donc ça c'est un concept, mais on pourrait inventer un nom. Je pourrais créer un terme pour ça, et là j'aurais une notion. Mais je n'ai pas de notion pour ça. Si je veux théoriser, je veux derridaiser sur ça, je vais créer un terme, et là j'aurai une notion. Parce que le terme, je vais lui faire une définition, et donc le concept, il va bien être encadré par la définition du terme. Donc en science, qu'est-ce qu'on fait en science? On découvre, on conceptualise des choses, et on fait des notions, parce que quand on a conceptualisé quelque chose, on lui donne un nom. Okay. Et donc les notions, c'est super important, parce que du coup, il y a un terme, il faut utiliser le terme, et que ce terme-là, et il faut être capable de définir le terme. Donc dans des notions comme signe linguistique, etc., je vous ai donné des fois des définitions. En fait, la définition, elle n'est pas là dans l'absolu, et je ne connais aucune définition par cœur. Si j'ai besoin de la définition de... On va parler du mot forme, je vais régénérer une définition de mot forme à partir de ce que je sais de ce qu'est un mot forme et de la façon dont il faut définir. Mais ce n'est pas du par cœur. Une fois que la notion est intégrée et assimilée, on peut toujours régénérer une définition. Donc la notion, c'est fondamental. Mot n'est pas une notion de lexicologie. Peut-être qu'il y a des lexicologues qui ont une notion de mot, mais je veux la définition. Okay, et je veux savoir en quoi c'est différent de l'exème, s'ils ont l'exème aussi. Okay, donc on fait ce qu'on veut, mais la science, c'est de la terminologie en grande partie. Okay. Toute science et beaucoup de discussions en science ont à voir avec la terminologie. Ça va, non, vous n'êtes pas trop heurté par cette chose-là. Donc la science et les technologies, comme je vous dis, j'ai fait du génie civil, j'ai fait beaucoup d'informatique, c'est de la terminologie qu'il faut assimiler, et après une pratique, et en linguistique, c'est pas différent. En jardinage ou en cuisine, je fais pas mal de cuisine, c'est la même chose. La différence entre frire et faire rissoler ou faire revenir, c'est des termes, il faut savoir ce que ça veut dire. Pour faire la cuisine, la cuisine française au moins. Ok, donc le premier substitut qu'on aura pour mot, ce sera le terme mot-forme et donc la notion de mot-forme qu'on doit construire. Bon, ça c'est pris, ces exemples du manuel. Voilà ma réponse en 2 mots, peut-être demain. Donc quand on dit ça, on dit que mot, ça c'est un mot peut-être, et demain c'est un mot. Et c'est cette acception ou cette interprétation de mots que je vise ici avec la notion de mot-forme. Si je parle d'un mot-forme, je parle d'un mot-forme, et je dis mot-forme, je ne dirais pas mot. Ok ? Donc,
c'est quoi ces entités peut-être et demain? Elles ont 3 propriétés significatives, mais vraiment qui les définissent et qui me permettront de dire que c'est des mots-formes. D'abord, c'est des signes linguistiques. Encore une fois, le signe linguistique, c'est le point de départ. Un mot-forme, c'est un signe linguistique. Donc, c'est une association entre un signifié, un signifiant et une combinatoire restreinte, qui est un ensemble de règles, en fait, de combinatoires. Donc, un mot-forme est un signe linguistique. Donc, par exemple, potentiellement, une prosodie pourrait être un mot-forme si je m'arrête ici. OK ? Ou un préfixe pourrait être un mot-forme si je m'arrête ici. OK ? Puisque dans tous les cas, c'est un signe linguistique. Mais, par exemple, non, je ne vais pas arriver avec un mot de chat. Ensuite, il y a une propriété de fonctionnement. Il est relativement autonome. Ça veut dire qu'il ne doit pas être combiné avec un autre mot-forme ou pour former quelque chose d'autonome. Donc, par exemple, hyper dans hypersensible, c'est un signe linguistique, évidemment, et il a des propriétés qui le rapprochent beaucoup du mot-forme, mais il n'a pas d'autonomie. Okay ? Je parle de ce signe-là qui a un élément de composition morphologique. Okay ? Évidemment, si on peut dire oh, lui, il est hyper, bah, c'est une autre unité de la langue, comme super. C'est super évident, ok, et versus c'est super. C'est super, un truc super, un gars super, c'est une autre entité linguistique, et donc c'est pas ça qui m'intéresse ici. Donc je m'intéresse à hyper, et je vais dire c'est pas un mot-forme parce qu'il n'a pas d'autonomie relative. Alors il faut toujours dire relative. Par exemple, dans le chat, le c'est un mot-forme et chat c'est un mot-forme. Évidemment, chat a plus d'autonomie que le, puisque le c'est un article, ça appartient à la flexion d'un nom en fait. C'est une flexion non morphologique, ok, mais ça exprime une signification grammaticale qui est le défini. Et le défini, c'est une flexion parce que c'est un truc qu'on doit obligatoirement définir ou indéfinir, on doit donc obligatoirement l'exprimer auprès d'un nom en français. Donc, soit par un article, il est fait pour ça, soit par un numéral, etc., etc. Donc, le a moins d'autonomie, puisque le, quand même, on va l'employer quand on l'emploie auprès d'un nom. Mais justement, le, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais pensé à l'appeler de la flexion, parce que justement, c'est un mot-forme. Donc, c'est un mot-forme un peu bancal, parce qu'il est fait normalement pour être un suffixe ou un préfixe. On pourrait avoir un affixe de défini-indéfini en français au lieu d'avoir un article. Okay ? Mais ça s'exprime par un article, donc ce qu'on appelle une forme analytique. Donc c'est un mot-forme un peu bizarre, il est un peu borderline comme mot-forme, il a moins d'autonomie qu'un vrai mot-forme, mais quand même, c'est un mot-forme, c'est pas un affixe, il n'a pas besoin d'être formellement connecté à un radical morphologique, okay, dans la phrase. Et d'ailleurs, on peut dire le chat, mais le très petit et méchant, et d'ailleurs qui m'a beaucoup embêté, chat de ma voisine. Donc je mets tout un texte comme ça, et donc on voit quand même l'autonomie de l'article. Donc c'est un signe linguistique. Si ce n'est pas un signe linguistique, ce n'est pas un mot-forme. Relative autonomie, ça évacue les affixes. Préfixe, suffixe, infixe, circonfixe, tous les types d'affixes qui peuvent exister dans les langues du monde. Et puis, au niveau de la forme, il a une relative cohésion interne. Ça veut dire qu'on n'insère pas un autre mot-forme à l'intérieur de ce truc. Et c'est ça qui fait que c'est un mot-forme. Alors là, encore une fois, selon les grammaires des langues, il peut se produire certaines choses. Notamment, il y a certains infixes qu'on va pouvoir insérer, mais qui ne seront pas des mots-formes, ça va être des infixes pour exprimer des significations grammaticales. Mais si on prend la flexion du verbe tomber, tombe, dans il tombe, okay, donc troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, c'est un mot-forme, mais l'autre forme fléchie du verbe tomber est tomber, passé composé, c'est pas un mot-forme.
parce que c'est une flexion du verbe, c'est une forme fléchie du verbe tomber, aucun doute. Mais c'est une forme analytique parce que justement, il n'a pas la cohésion interne. On peut dire il est souvent tombé. Il est souvent, et ça en dépit des avertissements très nombreux que je lui ai donnés, tombé. Donc pas de cohésion interne, on peut même insérer quasiment des phrases à l'intérieur. Donc dans les deux cas, c'est de la flexion, mais normalement, une forme fléchie ordinaire, si vous voulez, c'est un mot forme. Mais il y a des formes fléchies aussi comme ça, et là, ce n'est pas parce que c'est une flexion qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas un mot forme. Okay. Donc vous avez ces trois propriétés significatives, signe linguistique, relative autonomie de fonctionnement, ça exclut les affixes, et cohésion interne relative, ça exclut par exemple des formes analytiques où une flexion est exprimée par une structure syntaxique en fait. Et c'est ça qu'on appelle un mot forme. Donc vous voyez, par exemple, je ne me réfère pas à l'écrit, je ne dis pas que c'est une suite de lettres séparées par des espaces. Parce que d'abord, à l'oral, il n'y a pas de suite de lettres séparées par des espaces. Il y a des langues où on n'utilise pas l'espace, comme en mandarin, il n'y a pas de séparation entre les mots formes. Et puis, si je dis très bien, merci, n'importe qui sait qu'il y a trois mots formes, mais il n'y a pas d'espace. Parce que c'est à l'oral, il n'y a même pas de pause nécessaire. Okay. Donc, il ne faut pas se référer à l'écrit pour définir ce que c'est qu'un mot forme. En fait, à l'écrit, on met des espaces parce que la notion de mot forme existe, parce que le mot forme existe, et on essaye d'avoir une espèce d'adéquation entre la séparation des chaînes de lettres et la séparation des mots formes. Ce qui ne marche pas toujours, okay. Parce que des fois, on a des mots formes qui s'écrivent en fait avec une espace. Le terme typographique, c'est une espace, c'est féminin, justement, il faut le savoir. Donc un espace, c'est un écart, mais une espace, c'est le caractère lui-même, ça s'appelle une espace, taper une espace. Combinatoire restreinte de ce sens de espace. Bon, bien sûr, une espace, c'est en même temps un espace dans un texte, mais le caractère lui-même est féminin. Donc c'est ça le mot forme. Donc si on parle de ces machins-là, n'appelons pas ça des mots, appelons ça des mots formes. Ça vous va? Alors c'est de la terminologie, assez internationale. En anglais, c'est word form. Des fois, ça s'écrit en deux mots, justement, en deux mots. Word form, des fois avec un trait d'union. Bon, moi, en anglais, j'écris toujours en un bloc word form. Okay, les deux existent. Voilà, donc peut-être, c'est un mot forme, et demain, c'est aussi un mot forme. Donc déjà, on vient d'évacuer un usage très courant de mots. Si on veut parler de ça, on parle en fait de mots formes. Bon, ce n'est pas parce qu'on a créé un terme qu'on a résolu le problème. Il faut, pour créer le terme, créer le concept en même temps. Et ça vous sert à spécifier le concept. En fait, on pourrait faire une définition. Donc voilà la définition. Un mot forme, c'est un signe linguistique, ça c'est fondamental, qui possède une relative autonomie et qui possède une relative cohésion interne. Et relatif est important parce que il va falloir décider, et il peut y avoir des discussions. Donc par exemple, to give, he gave a book to his friend, et le verbe give up. Est-ce que c'est un mot forme ou pas? Non, ce n'est pas un mot forme, c'est une structure syntaxique, parce que je peux dire he gave it up. Donc on peut mettre un complément entre give et up, et la particule up. Donc give up, c'est une unité lexicale de l'anglais, mais il a une structure syntaxique. Ce n'est pas un mot forme. S'étonner, il s'étonne que le thé soit si bon. Bien sûr, c'est le verbe pronominal s'étonner, mais ce n'est pas un mot forme. C'est en fait une structure syntaxique étonné avec un pronom personnel. Okay, il s'était beaucoup étonné que. On voit bien que ça n'a pas de cohésion interne. Donc, faisons très attention, on regarde, est-ce qu'on est en présence vraiment d'un truc qui a une cohésion ou est-ce qu'on est en présence d'une structure syntaxique et ça doit se tester et ça doit s'évaluer pour toutes les langues.
OK? Maintenant, ce n'est pas le tout, parce qu'on ne peut pas rester au niveau du mot forme. Le mot forme, c'est, si vous voulez, l'unité d'étude de la morphologie. En morphologie, on étudie les mots formes, leur structure, la façon dont ils sont construits, etc. Bon, morphologie n'est pas complètement séparée de lexicologie, tout se tient. Mais l'objet d'étude en morphologie, c'est la structure des mots formes. Comment ils se construisent, comment ils s'organisent, etc. C'est leur structure interne qui nous intéresse. Et la liste de tout ce qui existe comme signe morphologique, c'est-à-dire comme signe constitutif des mots formes. Donc, ça ne va pas être notre unité d'étude, le mot forme. C'est trop morphologique comme entité. Si les langues n'avaient notamment pas de flexion, on n'aurait même pas besoin de la notion de mot forme, ou en tout cas, on n'aurait pas besoin de la prochaine notion que j'ai introduite, si la flexion n'existait pas. Mais à part quelques langues finalement assez minoritaires, même si elles sont parlées par des milliards d'individus comme le mandarin, toutes les langues, on peut s'attendre à ce qu'elles aient de la flexion. Donc quand on dit... Pourquoi je n'ai pas mis... Ah oui, non, mon exemple est en italique, donc mon italique apparaît ici en romain. Donc cheval et chevaux sont deux formes du même mot. De quoi je parle ici? Ben justement, ça c'est deux mots formes. Oh, c'est le fun. Ça c'est deux mots formes. Et donc qu'est-ce que je dis quand je dis mot ici? Je veux dire cheval, chevaux? Bah, on s'en fout, c'est kiff-kiff bourricot, c'est le même mot. OK? Ici, je m'intéresse à quelque chose qui est plus abstrait, de plus haut niveau que le mot forme, qui n'est pas un signe linguistique nécessairement, mais un regroupement de signes linguistiques. Et je vais appeler ça le lexème. Donc lexème, ce n'est pas la même chose que mot forme. Avant qu'on le définisse, donc notons tout de suite les conventions d'écriture. Vous voyez, les mots formes, je les ai écrits en italique, toujours. On peut des fois les numéroter, parce que si je parle du mot forme dream, le nom dream singulier, et je veux dire que c'est le premier, je peux mettre dream numéro 1 versus dreams numéro 1, et dream numéro 2, et dreams numéro 2. C'est 4 mots formes différents, parce que quand je dis j'ai fait un rêve horrible la nuit dernière, et quand Martin Luther King dit I have a dream, c'est pas le même mot forme, c'est deux mots formes différents parce que c'est deux signes linguistiques différents, parce que c'est deux signifiés différents. Donc si le signifié est différent, évidemment les signifiants sont les mêmes. Le combinatoire est peut-être un peu proche, les signifiants sont les mêmes, mais les signifiés sont différents. Donc c'est deux signes différents, donc c'est deux mots formes différents. En théorie, je devrais numéroter. Chacun de mes mots formes, c'est pas un signifiant, c'est un signe linguistique. Donc c'est signifiant, signifié. Donc je devrais avoir des numéros comme dans les dictionnaires pour dire c'est un mot forme de quel lexème justement. Et donc ils s'écrivent en italique les mots formes avec des numéros éventuellement, et les lexèmes on les mettra en petites majuscules pour bien les distinguer. Donc si je parle d'un lexème et pas d'un mot forme, je le mets en petites majuscules. Si c'est en italique, je suis en train de parler du mot forme ou du signifiant. Les conventions d'écriture aussi en sciences, c'est super important. Même en littérature, un roman bien édité, chaque éditeur a ses conventions d'écriture, on n'utilise pas l'italique pour n'importe quoi, etc. Bien sûr, un auteur peut décider d'imposer ses propres conventions et tout, mais il va avoir ses propres conventions d'écriture. Les conventions d'écriture en sciences, c'est super important. En mathématiques, il y a des conventions d'écriture très strictes, et si une équation est mal écrite en n'adoptant pas les conventions d'écriture standardisées et tout, elle sera incompréhensible et elle ne sera pas valide en fait. Ben pour nous, c'est pareil. Les conventions d'écriture, c'est fondamental. Okay. La mise en page, c'est très important. Je pense que faire une mise en page adéquate, c'est très important.
Mais bon, je ne peux pas imposer et dire ce truc va se mettre en page, sauf pour les définitions, par exemple. Je veux dire, je veux utiliser cette mise en page parce que ça me permet de dire là j'ai le défini et là j'ai le définissant. Mais bon, mais les conventions d'écriture, c'est incontournable. Donc si vous en voulez d'autres, prenez-en d'autres. Si vous voulez souligner au lieu de mettre en italique et utiliser une police gothique au lieu de mettre en petite capitale, ça va, mais il faut être absolument systématique et l'indiquer. Donc pourquoi les petites capitales et pourquoi pas les vraies lettres majuscules? C'est parce que si vous avez un lexème qui commence par une majuscule, ben en le mettant en capitale, il faut qu'on voit qu'il y a une majuscule. Mumbai doit commencer avec une majuscule. Donc si on le met en petite capitale, on verra la majuscule et les minuscules apparaîtront plus petites. Bon, c'est un détail, mais c'est la raison pour laquelle on n'écrit pas en majuscule quand on a la possibilité d'avoir des petites majuscules. Alors comment on va définir le lexème? C'est un ensemble de mots-formes, donc un ensemble de signes linguistiques, tels que leurs différences sémantiques, syntaxiques et morphologiques peuvent être entièrement décrites en termes de signification flexionnelle. Donc vous avez 2, 3, 18 mots-formes. Si la seule différence entre ces mots-formes, c'est juste de la flexion, le sens lexical, tout reste le même, eh bien, c'est les mots-formes du même lexème. OK ? Donc là, je donne un exemple. Le lexème regarder, bon, il faudrait numéroter. Parce que regarder, qui a un adjectif regardant, il n'est pas très regardant. Ce sens de regarder, c'est autre chose. Donc je devrais donner un numéro, et je devrais donner un numéro pour tous ces mots-formes. Regarder regroupe les mots-formes et les expressions. Regarder, regarder, je regarde, tu regardes, j'ai regardé, j'avais regardé. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de mots-formes et d'expressions. Parce que vous avez des formes analytiques de la flexion. Okay ? Donc dans ce cas-là, est regardé, c'est quand même une flexion du verbe regarder, mais ce n'est pas un mot-forme, mais ça appartient au lexème regarder. Okay ? Donc c'est ça qu'on appelle un lexème. Quand on se situe au niveau du lexème, en fait ça veut dire on se fout de la flexion, des différences flexionnelles ici. On n'est pas avec une entité morphologique, on est vraiment avec une entité sémantique, si vous voulez, avec un sens. Pour ça qu'en anglais, quand on a une entrée, on dit lexical entry with 5 senses. En français, on a un terme précis, on parle des acceptions d'un vocable, mais ça veut dire c'est associé à un sens particulier. Donc c'est ça qu'on appellera le lexème. Et on a besoin du lexème, parce que c'est une unité de raisonnement en lexicologie. Donc le lexème, ça va être notre unité lexicale prototypique. Okay ? On n'est pas à étudier le mot-forme, on a à étudier le lexème. Bien sûr, le lexème s'exprime par des mots-formes ou des formes analytiques de la flexion, et ça nous concerne, parce que, par exemple, il y a des lexèmes qui n'ont pas tous les mots-formes qu'ils devraient avoir. Okay ? Donc, par exemple, hostilité dans le sens de combat, les hostilités ont repris à 15 heures. Le lexème hostilité n'a que le mot-forme hostilité plurielle. Il n'y a pas une hostilité. Il y a eu 3 hostilités ce matin. Pour dire 3 combats, on ne peut pas le dire. Donc c'est féminin. Les toilettes, pour aller aux toilettes. Ah, au Québec, on dit aussi aller à la toilette, plus presque les toilettes. Mais WC, c'est les WC, c'est pas le WC. Et en fait, c'est très bizarre, mais pour cet endroit-là, par défaut, la plupart des lexèmes, y compris vulgaires, c'est les chiottes. Donc on peut dire la chiotte, mais c'est comme une sorte de... Excusez, c'est un peu vulgaire, mais donc c'est un terme vulgaire pour les toilettes. Ça a tendance à être pluriel. Okay. En québécois, même, il y a les bécosses, pour dire les toilettes. Ça vient de back house, pour la petite cabine dans le jardin, donc les bécosses.
C'est pas la bécosse, c'est le bécosse. Alors, j'ai vraiment aucune idée. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais bon, c'est un sujet de maîtrise intéressant de la pluralité des unités lexicales désignant les lieux d'aisance, justement. Ça peut être amusant. Ok, donc ça va être notre unité lexicale prototype. C'est ça qu'on va étudier, donc notamment dans la séance 2.